Donc, je me représente, hein, Jessie Moni-Tirode, coach de vie et consultante RH. Je reçois Juliane Dabouloubaki, qui est donc, entre autres, coach pour la femme et pour les couples, pour construire une relation de couple épanouie et qui donc aujourd'hui nous partage son expérience et quelques clés. Et pour ceux qui nous regarderont à replay, nous ferons déjà un coucou. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, comme je le disais, pour toi, qu'est-ce que tu nommerais le couple? Quelle est ta définition du couple? Alors, pour moi, la définition du couple, c'est 2 personnes qui se mettent ensemble, hein, parce que bon, on a des couples qui sont en dehors, même du cadre du mariage. Mhm, On parle de couple, voilà, c'est 2 personnes qui se mettent ensemble, qui s'associent dans un but commun, en fait, pour accomplir quelque chose en commun. mhm, Elles ont mhm. pas le même but, elles veulent le faire en commun. D'accord, ok. Et donc pour toi, le fait de se mettre en commun, ça démarre quand effectivement? Parce que parfois certaines personnes, on va dire, se disent en couple, mais finalement, on se rend compte avec le temps, on se dit oui, mais bon, on n'était pas vraiment en couple. Donc à quel moment on peut se dire que bon, là, les choses, les choses prennent la tournure d'un vrai couple? Alors, pour que les choses prennent la tournure d'un vrai couple, déjà, il faut se mettre d'accord sur pourquoi on est ensemble. Quel est Mhm, le but du fait qu'on soit ensemble, quoi? Quelle est la vision, qu'on a en étant ensemble, même si les choses sont pas très claires dès le début, mhm, il faut quand même que l'intention soit là et que tous les 2 soient d'accord sur cette intention-là en se disant: «OK, on va travailler et construire pour y arriver, quoi, si jamais, on se rend compte qu'on est raccord». mhm. Déjà se mettre d'accord sur le but. Quel D'accord. est le cap qu'on se fixe? Mhm, mhm. À partir de ce moment-là, OK, mais il faut que les choses soient définies clairement au début. D'accord, OK. Bon, c'est Mmh. rigolo ce que tu me dis parce que bon là, je fais un petit partage d'expérience en l'occurrence, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré mon mari, c'était OK, on est là, mais il y avait même un temps défini en fait. On s'était dit: «On se laisse quelques années pour voir ce que ça donne», mais effectivement, on avait déjà posé les bases de: «On est ensemble». C'était vraiment, très clairement défini, même si voilà, l'horizon n'était pas clair dès le départ. OK. Et donc, voilà, quand on décide de se mettre comme ça ensemble avec l'idée de bâtir ou construire quelque chose, hem, quelles attentes on pourrait avoir, en fait, vis-à-vis de son partenaire? Alors, déjà les attentes sont réciproques, hein. Mmh. Il faut avoir conscience qu'on a des attentes, mais que l'autre aussi a des attentes. Mmh. Là-dessus, il faut, voilà, et maintenant, ce qu'on attend du partenaire, il faut aussi que nous soyons en capacité de pouvoir, heu, lui donner cela. Je veux dire, Mmh. si j'attends de mon partenaire qu'il soit fidèle, faudrait que moi aussi je sois fidèle. Et quand on parle de fidélité, on voit beaucoup, fidélité dans le domaine sexuel, mais moi je parle de fidélité, mais vraiment, dans tous les domaines en fait, Mmh. fidèle dans peut-être, ce que je fais, Mmh. dans ce dans quoi j'investis, dans mes voilà, ma vie en fait, ma vie intime en fait, mon jardin intérieur, c'est que je puisse être aussi, fidèle sur ces choses-là, fidèle sur la loyauté vis-à-vis du conjoint. Mmh. Donc, moi, je pense qu'après, les valeurs qu'on attend de l'autre doivent être clairement définies déjà pour nous. Heu, Mmh. moi, par exemple, j'attendais de mon conjoint déjà la fidélité, sexuellement parlant, voilà, fidélité à un seul conjoint, à un seul partenaire. Ça, c'était un truc, non négociable, ce qui n'a pas été le cas auparavant. Parce qu'à un Mmh. moment, j'ai pensé aussi que tous les hommes étaient infidèles et que c'était une utopie. Voilà, Mmh. on voit aussi la question des croyances qui joue beaucoup sur quels sont les principes et les valeurs qu'on définit. Mmh. Attendre du conjoint la loyauté, attendre du conjoint, la transparence, mais dans ces choses-là, c'est est-ce que moi aussi je suis en capacité de pouvoir, lui donner aussi être aussi transparente sur ces choses-là? Mmh. C'est moi. Les enfants sont avec moi et c'était pas prévu. Donc je ne sais pas si vous les entendez, donc je Oui, vais mais on demander t'entend bien de se aussi. calmer, ouais. Mmh. Elika Daniel, est-ce que vous pouvez aller jouer de l'autre côté? Tu sais que je suis occupée, s'il te plaît, chérie. Allez de l'autre côté parce que là, vous bavardez et moi, ça me gêne. Je sais, chérie, mais vous avez pris les jouets. On voit ça tout à l'heure, d'accord? Ok, merci. Donc, leur papa devait être là, mais bon, il a eu un imprévu, il est parti. Ça fait partie de la vie, enfin, ceux qui verront le replay avec Isabelle Boireau, ici, en fait, on part du principe que notre vie n'est pas complètement segmentée et donc Bah non, voilà, ça fait bah non, partie. pas du tout.
Tu peux Ça fait prendre ta partie petite de sœur, Kimia. Chérie, j'arrive. OK, chouchou? Je veux papa. Mais il n'est pas là. Il arrive tout à l'heure. OK? Bisous. Mouah. Va avec ton frère, s'il te plaît. Maman, maman, c'est belle. Merci, chérie. Merci, Kimia. C'est ma dernière. Donc, du coup, ces valeurs-là, c'était des valeurs non négociables. Non négociables. Je voulais un homme qui puisse aussi me laisser avancer au niveau de mes aspirations. Voilà, c'était aussi une attente que j'avais. Je ne voulais pas un homme qui me brime, qui m'oppresse. C'est quelque chose que je n'allais pas pouvoir supporter parce que je suis très indépendante. Mais dans mon indépendance, il fallait aussi que je puisse comprendre quelles étaient ses attentes à lui et que je puisse y répondre, quoi. Oui. Donc, les attentes sont réciproques. On les fixe en fonction de nos principes et de nos valeurs, de ce qu'on voit dans le couple, en fait, ce qu'on veut dans le couple et comment on se projette sur le long terme. Et en fonction de ça, voilà. Ce qui me permet de rebondir et de préciser en fait à chacune d'entre nous que les valeurs en fait reflètent vraiment ce qui a de l'importance pour nous. Les valeurs viennent refléter vraiment ce qui, comme tu disais si bien, est de l'ordre du non négociable. Si à un moment donné vous vous demandez: «Mais je ne sais pas quelles sont mes valeurs», elles sont très simples. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous remue en fait? Derrière, il y a un besoin. Derrière, il y a une valeur, en fait, et quand ces valeurs-là, ce critère n'est pas validé, bah, finalement, ça va déclencher chez vous une réaction. Donc cherchez vraiment ce qui vous touche, ce qui vous bouscule et essayez de voir, du coup, dans le couple, ce que vous attendez justement, afin que ce critère-là soit validé, que ce soit OK pour vous. Donc merci beaucoup pour ce que tu partages. Effectivement, les attentes au niveau du couple, ça permet en tout cas de partir sur une base commune et pas sur des fantasmes et des choses un petit peu imaginées. Et comme tu disais tout à l'heure, ça me fait un peu rebondir sur la question. Quand on arrive avec un passé, quand on arrive justement avec des blessures peut-être ouvertes, comment est-ce qu'on gère les attentes justement dans un nouveau couple? Tu as dit un truc très important. Tu as dit il ne faut pas aller sur des fantasmes. Mmh. Ne pas aller sur des fantasmes, il y a un principe très simple, c'est qu'il faut se dire les choses. Mmh. Se dire les choses, il faut déjà accepter d'être authentique. Ça aussi, c'est une attente. Si tu attends de ton conjoint qu'il soit authentique, il faut aussi que toi, tu sois authentique et vrai, donc prêt et prête à te livrer. Donc Donc, vulnérable en plus, oui. bah oui, vulnérable. Mais ce n'est pas de la faiblesse. Voilà. Ce n'est pas parce Mmh. que je me permets d'être vulnérable à un moment que je suis faible. Non. Mmh. Je le fais dans le but de construire quelque chose de transparent. Et pour cela, il faut le dire. Il y a des choses qu'il faut dire. Mmh. Voici mes attentes et il faut réaliser aussi quelles sont nos blessures. Voici là où j'ai été blessée. Mmh. Et ensemble, ça permet de trouver comment est-ce que on colmate les choses. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Moi, je sais que, c'était quoi? C'était hier. Pas plus tard que hier, on était au resto avec les enfants. Et puis, au moment de sortir et de payer l'addition, mon mari avait l'addition en main. Et la dame me demandait, vous payez comment? J'ai dit par carte et c'est moi qui devais payer en fait avec ma carte. Mmh. Et comme je me suis tournée vers lui en faisant ça, je n'ai pas Mmh. parlé. Mmh. J'étais au téléphone, il y avait quelques minutes avant. J'ai fait ça. Il m'a regardé du genre, mais c'est avec ta carte qu'on paye. Mais son regard, en fait, ne m'a pas plu. Et donc, Mmh. je lui ai dit, mais j'ai besoin de l'addition, je ne t'ai pas demandé quelque chose de plus. Et Mmh. donc, il m'a passé l'addition. Et quand j'ai fini de régler, comme on était dans la voiture, du coup, mon visage était fermé. Et il m'a dit, mais quoi, tu as toujours mal à la tête, parce que je ne pas trop bien depuis quelques temps. Tu as mal à la tête, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai dit, non, ça va, j'ai pas mal à la tête, tout va très bien. Et finalement, quand il m'a reposé la question, je lui ai expliqué que, mais je n'ai pas compris pourquoi tu m'as posé la question avec le visage fermé, quoi. Je voulais Mmh. juste avoir l'addition. Et il m'a dit, mais tu voulais avoir l'addition, mais tu ne me l'as pas dit clairement. Comme tu as tendu la main et qu'elle était en train de parler, avec quel moyen de paiement moi, je croyais que tu voulais ma carte alors que tu sais que j'ai atteint mon plafond. Donc, du coup, tu vois, il faut se dire les choses parce que sinon, on a Mmh. des représentations et des interprétations qui ne sont pas justes, tout simplement. Donc, il faut Mmh. parler de ces blessures
Et il faut dire c'est quoi ses attentes et que l'autre aussi soit en capacité, par rapport à ces blessures-là, de donner aussi son analyse et puis de dire comment il se positionne par rapport à ça. Des fois, Mmh. il y a des choses sur lesquelles le conjoint peut dire, bon, je ne suis pas encore prêt à réagir comme tu veux là, Mmh. mais je vais y travailler, je comprends, et puis bah, on avance. Mais il faut se Mmh. le dire, il faut se le dire de toutes les façons. OK. Ouais, c'est super ton exemple. Je pense qu'on a plus ou moins eu ce genre de mauvaise interprétation de quelque chose. En fait, de la lecture de pensée, j'ai l'impression que parfois on se prend pour des télépathes. On se prend pour, des télépathes à vouloir en fait deviner l'intention de quelqu'un. Parfois tu peux avoir vrai, mais parfois tu peux être totalement à côté de la plaque et ça peut déclencher une guerre, quoi, sur la base de rien du tout. Donc voilà, vraiment, ouais, prenons le temps en tout cas de mettre des mots sur ce qu'on croit être notre pensée et pour que l'autre puisse réagir et dire: «Ajuster» en fait, si c'est ça ou si C'est c'est pas pas ça. ça. Parfaitement, c'est magnifique. OK, donc parlons des sujets un petit peu, on va dire, sensibles dans le couple. La période en fait où on passe de: «On vient de se découvrir, c'est magnifique, il est tout beau, il est tout rose», ou cette période-là, quand elle s'arrête, il y a finalement un changement comme si le regard en fait qu'on pouvait porter, sur l'autre se mettait à changer. Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport au couple? Alors, moi, je pense qu'il faut bien savoir de quoi on parle. Il Mmh. faut être au fait de c'est quoi être en couple, c'est quoi se marier. Et comme on a déjà beaucoup d'histoires autour de nous, on a beaucoup de retours, Mmh. normalement, on n'est pas surpris. On sait que ce sont des phases qui peuvent arriver, donc il faut les anticiper, il faut les prévenir. Souvent, on met la charrue avant les bœufs, en fait, dans les relations amoureuses. Et moi-même, je l'ai fait, donc je peux très bien en parler. Mmh. Quand on rencontre quelqu'un, il y a le temps, il y a, genre, j'appelle ça le temps de la préqualification. Mmh. Il y a d'abord, on fait d'abord connaissance. Il faut d'abord faire connaissance. Et ensuite, il faut pouvoir se lier d'amitié. Ce qui se passe en général, c'est qu'on rencontre quelqu'un, la personne nous plaît pour une raison ou pour une autre, ça peut être le physique, ça peut être une autre chose, une qualité, une façon de se comporter. Bref, il y a plein de choses qui font qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un ou se sentir attiré par quelqu'un. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite dans la relation comme ça. Et pourtant, il y a d'abord le temps de faire connaissance parce que pour construire un couple, si c'est ce qu'on a envie de faire, si on veut construire un couple dans la durée, il faut qu'on puisse le construire sur des fondements qui sont quand même profonds. On ne peut pas le Mmh. construire sur un truc superficiel, sur une attirance, sur un sentiment, sachant que nos sentiments varient des fois. Donc, il faut pouvoir connaître la personne, se lier d'amitié, ça veut dire pouvoir créer un certain lien, Ouais. être sûr qu'au niveau des valeurs et des principes, on se corresponde, même si on peut avoir des façons de voir des fois différentes, que ce ne soit pas des choses rédhibitoires ou totalement en opposition, qui après vont nous faire entrer dans des conflits. Non, voilà. Donc, ce temps-là va permettre que on puisse aussi parler justement de la période après la période toute rose où on est totalement subjugué. Ça va permettre de poser les fondements de ce temps-là où des fois on a l'impression que bon, les choses sont un peu mornes, c'est un peu morose, c'est un peu monotone, Mmh. et définir ensemble à ce moment-là quel est le but pour lequel on s'engage. Est-ce qu'on se met en couple et pourquoi on se met en couple? Ça permet que pendant ces phases-là, le pourquoi nous soutienne. Oui. Le pourquoi nous soutient, les valeurs nous soutiennent. On sait que quand on va épouser une femme, elle va faire des bébés, elle va plus être avec sa taille S du début. Elle peut, mais on sait que le corps de la femme se transforme. Donc, est-ce qu'on base notre engagement sur son physique et sur la plastique qu'on aime au départ, ou est-ce qu'on est prêt et on est conscient que de toutes les façons, c'est des choses qui peuvent et qui vont changer. Donc, voilà, tu vois, toutes ces choses-là, ça doit se penser avant. Mmh. Parce que le risque, c'est que, ne l'ayant pas fait avant, on va le faire pendant, et le faire pendant, c'est un peu compliqué. Parce qu'en même temps, on doit gérer, nos émotions, on doit gérer les choses qui nous énervent, et on doit en même temps apprendre de tous ces principes-là. Mmh mh. Mmh. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Donc carrément. voilà un peu. Après, c'est possible de le faire pendant ce, mais ça va juste être plus compliqué. Mmh. Donc, ce que j'ai dit avant, c'est pour ceux qui n'ont personne ou qui sont en fréquentation, mais les couples qui sont déjà ensemble et qui sont dans des phases compliquées, en fait, c'est de se rendre compte, de se remettre en question et de se rendre compte qu'il y a des bases et des valeurs qui n'ont pas été posées avant.
Mmh. Et maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour les mettre en place. Ça prend du temps, mais ça se fait. Quand les deux personnes au départ s'aiment vraiment d'un amour sincère et avaient déjà l'intention de part et d'autre de construire quelque chose sur le long terme, en général, ils peuvent s'asseoir et rééchanger sur ces choses-là et Mmh. décider que, OK, bon, là, on n'avait pas très bien fait, voici ce qu'on est prêt à faire et comment est-ce qu'on peut avancer, sachant qu'il faut être indulgent l'un vis-à-vis de l'autre. On ne redresse pas un arbre de 35 ans comme un arbre qui a 2 mois parce que, voilà, c'est pas la même souplesse. Mmh mh. Mmh. Waouh, j'aime bien ton image, dis donc. J'aime bien cette image. Donc effectivement, ce que tu me dis, ça parle les sujets sensibles, en fait, qui sont également touchés, au niveau des couples. On parlait de la parentalité, tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir le corps qui change et le fait même d'apprendre soi-même à devenir parent. Ça fait partie des choses. Parlons aussi d'un sujet qui fâche pas mal, c'est celui du pardon. Ah oui. Celui du pardon. Demander pardon et pardonner. Ça, c'est, selon moi, c'est un principe de base dans le couple. Il y a des choses Mmh. qui sont immuables. Il y a des choses, on ne réfute pas, on ne discute pas. C'est que le pardon doit être un pilier fondateur du couple. Ça veut dire que je dois pardonner et je dois aussi être en capacité de demander pardon. Mmh. Donc, ça veut dire être en capacité de pouvoir mettre son ego de côté, Ouais. de pouvoir se remettre en question et de reconnaître quand j'ai tort. Et des fois, même quand j'ai raison et que je me rends compte que l'autre, il est bloqué parce qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas parce qu'il veut être bloqué, parce qu'il ne comprend pas, on n'est pas sur le même diapason, c'est pas encore. Voilà, que je puisse être aussi en capacité de m'effacer le temps que la paix revienne et que le dialogue puisse se construire de façon plus saine, quoi. Mmh mh. Le Mmh. pardon, c'est un principe fondamental dans le couple. Mmh. Et selon toi, il y a des résistances particulières sur le fait de pas pouvoir arriver à pardonner ou de pas pouvoir demander pardon? C'est quoi selon toi les origines derrière ça? Alors, souvent, il y a beaucoup d'origines. Souvent, les gens, ils n'arrivent pas à demander pardon parce que leur conception du pardon, c'est une conception peut-être de faiblesse. Mmh. On ne s'excuse pas, on ne demande pas pardon. Il y a aussi la conception du fait que, moi j'ai beaucoup eu ça, donc je peux en parler. C'est, mais j'ai pas tort, j'ai raison, pourquoi est-ce que je dois demander pardon? Non, des fois, on demande pardon même quand on a raison. Et Mmh. sachant que si on arrive en conflit, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas dû bien faire, même si c'était minime. Même Mmh. si à nos yeux, c'était minime par rapport à ce que l'autre a fait. En Mmh. tout cas, les torts sont très souvent partagés. Même si c'est à 10-90, les 10 là, il y a quand même ces 10. Suffisent, ouais. Voilà, ça suffit. Donc, ça dépend de la représentation qu'on a justement du pardon. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout, en fait, été enseignées là-dessus, on leur a pas transmis justement cette valeur de pardon-là. Il y a des personnes qui sont très blessées et pour pardonner, pour elles, c'est compliqué parce qu'elles n'arrivent pas à faire confiance. Elles se sentent en insécurité. Donc, souvent, c'est des blessures qu'il faut aller interroger, mettre à nu et puis travailler. Mmh. Donc, selon le parcours de vie et la notion qu'on a du pardon, la représentation qu'on a du pardon, ce qu'on a vécu, on peut être en grande difficulté par rapport à ça. D'accord, OK. Non, c'est très, très juste ce que tu dis là. Moi, tu vois, par exemple, là, je me reconnais dans le fait de ne pas avoir été enseignée dans le pardon. C'est comme avoir reçu, enfin moi personnellement, j'ai reçu une éducation où il fallait demander pardon, souvent à Mhm, contre-cœur, parce qu'on avait l'impression de d'avoir rien fait, mais pas de recevoir de pardon, de pas avoir entendu quelqu'un nous demander pardon ou de reconnaître qu'il y avait une offense, une certaine offense qui nous avait été faite. Et donc c'est peut-être quelque chose qui finalement ancre dans l'esprit que, ah bah, c'est difficile de demander pardon. mhm, Donc moi, je dois le faire. Donc déjà, c'est difficile pour moi, mais en plus, c'est difficile parce que l'autre n'arrive jamais à le faire vis-à-vis de moi. mhm, Donc ça ancrer un certain schéma dans la tête mhm, et c'est vrai que rencontrer certaines personnes avec la maturité aidant, en fait, ça permet de changer la perception du pardon. Je crois que mon mari y est pour beaucoup dans le fait, moi, que j'ai réussi à demander pardon parce que c'est quelque chose qui était tout à fait naturel, mais il y avait même pas de sujet. Même pas de sujet pour lui. Il mhm, demandait pardon avec une telle facilité que je me suis dit: «Mais waouh, comment c'est possible?» mhm, Alors que moi, je préférais, bouder ou je préférais ne plus donner de nouvelles,
juste parce que ça m'arrachait la gorge, en fait, de dire pardon. Allez, au cœur. Ouais, ça faisait très mal. Donc, non, non, c'est hyper intéressant ce que tu partages, le fait d'avoir cette représentation, de modifier en tout cas la représentation du pardon et d'ôter cette notion de faiblesse. Au contraire, c'est une telle maturité que de pouvoir demander pardon et d'accepter de pardonner, quand bien même ça fait mal, parce que ça vient heurter quelque chose de sensible. C'est soi-même qu'on libère derrière le pardon. Mais tu sais, pour la petite histoire, moi, mon mari, bon, et en plus un homme africain, il avait du mal à demander pardon, hein. Aujourd'hui, il le fait très naturellement. Mais à un moment, un jour, je lui avais dit, mais il avait des gestes hein, pour montrer que voilà, il avait, voilà, Oui, il appelait, mais acheter il un ne cadeau, disait pas nettoyer, pardon. faire. Et un jour, à un moment, ça me pesait. Bon, j'avais laissé passer parce que je me disais, bon, le geste montre quand même que. Et un jour, je lui ai dit, mais c'est compliqué pour toi de demander pardon, hein. Mais je lui ai dit sur le ton de la blague, quoi. Mmh. Je lui ai dit, mais c'est compliqué pour toi de demander pardon. Ça fait quoi? Si tu dis pardon, ça te tue, ça arrache tes poumons. Et il avait souri. Et je lui avais dit, tu sais, des fois, l'entendre, ça fait du bien. Mmh. Ça passe un baume, tu ne peux pas imaginer. Des Mmh. fois, le pardon, avec le pardon, tu n'as même pas besoin de trop te casser la tête pour restaurer, en fait, le lien. Et Mmh. petit à petit, il a appris à le faire. Mais c'est vrai que c'est toute une représentation à changer, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, carrément. Déjà, ça me fait penser aussi, c'est marrant ce que tu dis, c'est que tu peux avoir une facilité à demander pardon, Excuse-moi. bien sûr. Il fait mal. Il s'est fait mal. Tu lui dis de faire attention. Ok, merci. Donc tu peux avoir une facilité à demander pardon et par contre à rester enfermé dans ton schéma. Ce qui fait que tu répètes, tu répètes, tu répètes. Donc l'autre pardonne, pardonne, pardonne. Et à un moment donné, elle se dit: «Mais attends, enfin, ça s'arrête quand?» Parce que je veux bien, mais finalement, tu es aussi en train de créer une blessure quelque part. Le fait de ne pas demander pardon, tu es en train de générer aussi une blessure chez moi. Donc, c'est important non seulement de pouvoir demander pardon, mais quelque part de pouvoir corriger derrière. Sinon, il n'y a pas d'effet sur le long terme. Et Pas et d'effet. c'est important parce que je dis toujours à mes enfants, si votre pardon est sincère, ça veut dire que vous allez travailler à ne pas reproduire la bêtise. Mmh mh. Mmh. Moi, je dis, on peut pardonner à l'autre sans que l'autre ait demandé pardon, mais ça ne veut pas dire qu'on reprend le lien comme le lien était avant. Si la Mmh. personne n'a pas manifesté, comme je dis, les fruits de la repentance, parce que je pense que si quelqu'un demande pardon sincèrement, derrière, il adapte, il ajuste son comportement. Mmh. Donc, on n'est pas dans. Il faut pardonner parce que voilà, ça nous libère, c'est bien. Mais le pardon qu'on accorde à l'autre, qui n'est pas dépendant finalement de sa posture à lui, ça ne veut pas dire que après il faut forcément faire les choses et repartir comme on va. Non. Et dans le couple, c'est important que la personne qui avait commis le tort ou à qui on en voulait puisse justement corriger. Parce que sinon, effectivement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si je ne corrige pas la cause, bah, je vais encore la reproduire et puis ça va créer encore de la blessure. Or, si je veux réparer la blessure, ça veut dire que moi, derrière, il faut que je puisse changer. On a une question. Alors oui, la question qu'on a, c'est comment rétablir la communication quand le dialogue est rompu dans le couple? Alors, pour établir la communication, quand le dialogue est rompu dans le couple, il faut déjà analyser et voir à quel moment est-ce que la communication a été rompue. En général, ça nous permet de nous rendre compte et de voir qu'est-ce qui a fait que ça décroche. Même si des fois, pour nous, ça ne veut rien dire, hein. Des fois, on va dire, ah oui, non, mais c'est depuis tel incident. Et après, tu vas dire, mais juste à cause de l'incident là, non. Si c'est depuis tel incident ou tel événement, ça veut dire que cet événement-là a été assez fort pour voilà, chercher le déclencheur. Cet événement-là a été assez fort pour pouvoir briser quelque chose chez l'autre. On ne tient pas compte de ce que nous on pense, de notre analyse. On tient premièrement compte du ressenti de l'autre et de comment il a analysé les choses. Et puis à partir de là, il faut faire le pas d'aller vers la personne, mais pas pour se justifier ou pour lui expliquer que oui, mais tu t'es fâché pour ça, alors que non, 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 non. On va vers l'autre pour le but, c'est rétablir le dialogue. Ça veut dire que on va vers l'autre pour que l'autre s'exprime sur ce qui l'a dérangé, sur comment il a perçu les choses
que nous, on puisse le recevoir. Dans un premier temps, c'est d'abord faire profil bas et c'est reconnaître justement le ressenti de l'autre, la chose qui fait que rétablir justement le pont, comprendre comment l'autre perçoit les choses, ça nous permet de nous remettre en question. Et une fois que le pont est rétabli, au fur et à mesure, sur les événements, on décide de parler des choses qui dérangent et des choses qui fâchent, mais de façon toujours posée, hein. C'est toujours dans une attitude. Il faut travailler justement sur soi pour que l'attitude soit une attitude posée. Et au fur et à mesure, on déroule le fil comme ça. On comprend comment lui perçoit les choses. Ça lui permet aussi de comprendre comment nous, on perçoit les choses. On s'exprime dessus. Et plus on connaît l'un l'autre, nos perceptions, on entre dans les jardins secrets de l'un de l'autre, ça permet de s'ajuster par rapport aux situations. Ah, je sais que lui, il n'aime pas ça. Si je réagis comme ça, il va mal le prendre, ça risque encore de rompre. Donc, je vais faire différemment. Même si ça me dérange, je l'exprimerai, mais différemment, ou je lui ferai comprendre et on trouvera un compromis. Voilà, c'est ça. Il faut déjà reconnaître quel a été le ressenti de l'autre, reconnaître qu'on n'a pas les mêmes façons d'interpréter, on n'a pas les mêmes représentations. Encaisser ce qui a fait que l'autre puisse s'éloigner au niveau de la communication, restaurer le dialogue, et puis dans un second temps, on règle les problèmes de fond au fur et à mesure. Mais c'est ça déjà. C'est la première des bases. Ok, donc je Je ne ne sais sais pas pas si ça si... répond, Jocelyne. Je t'en prie. Ok. Ça me fait un peu. Il y a quelque chose qui m'a parlé en fait dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est de partir vraiment dans le but d'écouter l'autre. Et quelque part, moi, ça me dit langage d'amour. En fait, j'entends derrière ça le langage d'amour de Tout l'autre. à fait. Langage d'amour de l'autre, c'est finalement donner à l'autre la manière dont lui apprécie d'être aimé, donner à l'autre la manière dont lui comprend que c'est de l'amour. Tout Et à ça, c'est fait. important de le connaître. Donc, si vous connaissez un petit peu le bouquin de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour, ça aide pas mal de savoir comment fonctionne l'autre, qu'est-ce qu'il attend de recevoir. Donc, il y en a 5 en particulier, les paroles valorisantes, les cadeaux, le contact, les moments de qualité Service. et les services rendus. Voilà, il y a ces 5-là. Et donc, regardez avec votre conjoint, qu'est-ce quel est l'ordre de préférence, en fait? Quels sont ceux qui le touchent le plus et adapter selon la situation pour que justement lui, il comprenne qu'à ce moment-là, vous êtes en train de lui dire: «Je t'aime». À ce moment-là, vous êtes en train de lui dire: «Je tiens à toi» et cetera et vice versa. Du coup, lui doit connaître les vôtres aussi pour que vous puissiez recevoir ça comme étant de l'amour. Parce qu'on connaît bien, on va dire les petits loupés des hommes qui ont essayé de se faire pardonner et qui ont donné un truc en pensant marquer 1000 points, ils en ont marqué 100 parce que c'était pas l'attente, parce que c'était pas du tout l'attente Tout à de fait. la femme. Donc, moi, ça m'évoque les langages d'amour et c'est important aussi, comme tu disais tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'on définit dès le début, en tout cas qu'on apprend à connaître de l'autre aussi dès le début. Abordons un dernier sujet sensible, enfin, je ne sais pas si c'est un dernier parce que j'en avais tellement en réserve là. Moi, il y avait l'adultère, il y avait l'amitié homme-femme et tout se dire. Pas de souci. Merci Rebecca. Le replay sera disponible après, donc Merci, il y aura toutes Rebecca. les réponses à voir par la suite. Merci d'être venue. Donc, voilà, moi aussi j'ai ma petite, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi aussi j'ai mes petits qui font un Comment petit peu de ça... bruit. Voilà, mais leur papa est là, donc tout va bien. Donc au niveau des sujets, bon, je te laisse choisir celui ce qui t'inspire le plus entre, dans les sujets un peu sensibles dans le couple, l'adultère, l'amitié homme-femme et le fait de tout se dire. Quel est celui qui te parle le plus ou que tu as envie Super, le plus de amitié rebondir? homme-femme, le fait de tout se dire. Jocelyne, parmi les 3, qu'est-ce que tu veux qu'on aborde? Comme ça va peut-être répondre à une question spécifique. Et comme tu es là, on va profiter pour privilégier ceux qui sont là. Alors, l'adultère rédhibitoire. Non, tu n'es pas radical. Ça se comprend. Tu veux qu'on parle de l'adultère? Alors on pourrait ça pourrait être intéressant de parler de sujets sensibles adultère quand il s'est déjà passé. Ok. Quand il s'est déjà passé, comment on gère dans le couple?
Quand c'est déjà arrivé. Quand c'est déjà arrivé. Donc, Comment on gère l'adultère? Et c'est marrant parce que ça fait référence à un post que tu as mis il y a pas longtemps sur Facebook qui parlait de la femme adultère. Comment on gère? oui, Comment on gère c'est l'adultère? important. Non, déjà, si l'adultère arrive, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, parce qu'il faut être clair que les femmes aussi trompent leur mari. Mmh. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. C'est important. La façon dont on le sait, c'est super important. Si c'est le conjoint qui vient parce qu'il s'excuse, par exemple, il se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise, alors que vous avez l'habitude de partager tout et que, je veux dire, c'est différent de si on apprend ça au carrefour par un message d'une copine, ou voilà. Mmh. Déjà, la façon dont on le sait, je trouve que ça change. Ça joue. On va dire ça change les choses parce que ça s'est fait, mais ça joue. Maintenant, ce qui va être déterminant, c'est au-delà des bases du couple qui peuvent ne pas être bonnes, et souvent c'est le cas, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, c'est la personne qui a commis l'adultère, quelle est son attitude? Est-ce que c'est une attitude de quelqu'un qui nie et qui dit non, pas du tout, qui justifie? Ou est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un qui est meurtri et qui regrette profondément son acte? Si c'est quelqu'un qui regrette son acte et qui est sincère, et bon, moi je dis on reconnaît, hein, si quelqu'un est sincère, c'est pas par la bouche, et la personne peut dire des choses, mais concrètement, la personne va poser aussi des actes qui montrent que il n'est pas bien, il regrette et qu'il veut réparer quelque chose, quoi, au-delà des grandes déclarations. Si c'est quelqu'un qui est vraiment sincère, on peut se poser et puis reprendre les choses. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Moi, ça me blesse profondément, et dire clairement, même les idées qui nous passent par la tête, voilà, j'ai envie peut-être de faire pareil pour te montrer ce que ça fait. Heu, Redire c'est quoi nos attentes. Voilà, ça c'est un critère qui pour moi, est rédhibitoire, comme tu l'as dit Jocelyne. Et puis voici normalement la suite, quoi. Et si la personne est vraiment sincère, la personne va sûrement pas vouloir que les choses se passent comme ça. Donc après, vous pouvez ensemble voir comment est-ce que vous pouvez restaurer les choses. Parce que si c'est arrivé, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui avant, peut-être, on n'a pas porté assez d'attention, on a eu peut-être un peu de négligence, on a minimisé, et on a ouvert quelques portes qui font que finalement c'est arrivé. Donc on peut reprendre les choses et voir comment verrouiller, quoi. Ça arrive parce qu'il y a des couples où il y a eu de l'adultère, soit d'un conjoint, soit des fois des deux, et puis ils se sont rabibochés. Mais il faut repartir sur un dialogue franc, comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on n'est pas à l'abri, hein, on n'est pas à l'abri des tentations, on en a tous les jours, que ce soit en route, que ce soit au boulot. Donc, il peut y avoir des tentations. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour ne pas céder à la tentation et pour ne pas arriver au point de non-retour? Maintenant, c'est peut-être ça qui a manqué, malgré le fait peut-être que les deux conjoints s'aiment réellement. Mmh. Mmh. Maintenant, si après c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut ou qui se justifie, là, moi, je n'aime pas le foutage de gueule. Donc, si la personne n'a pas une attitude sincère de remise en question, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut déjà d'abord faire un stop. Mmh. Là-dessus, voilà. Il faut d'abord faire un stop. Moi, je ne suis pas pour pardonner. Non, 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 non. On fait d'abord un stop. Il faut d'abord remettre les choses en phase. Sinon, effectivement, ça va continuer. Le but, ce n'est pas de se détruire. Le but, ce n'est pas de nous détruire ou de détruire les enfants, ce qu'on a construit. C'est de trouver comment marcher, voilà, et fonctionner au même diapason. Mmh. Donc, les attitudes vont être différentes selon la personne qu'on a en face. Ça te convient comme idée? Vous êtes sur la même longueur d'onde alors. Enfin, on est sur la même longueur d'onde. Après, il y a un truc qui est très important, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, il faut prier. Après, voilà, il y a des gens qui croient et on a qui ne croient pas, mais ceux qui ont une spiritualité, qui croient, il faut aussi prier par rapport à ça pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas être dans les émotions, pour ne pas être dans le trop plein de sentiments qui nous poussent des fois à prendre des décisions irraisonnées. Moi, je pense aux femmes qui vont se faire tromper, tromper, et qui vont toujours être là parce que non, à un moment, stop, à un moment,
il faut prendre des décisions, il faut se mettre face à la réalité. Il ne faut pas attendre que les choses passent, quoi. Mmh. Ou alors des femmes qui vont réagir très excessivement. Non, ce n'est pas non plus ce qui est recherché. Si on est dans un couple où on s'aime et où on veut construire quelque chose, il faut vraiment prendre les choses de façon plane et le faire sans passion, comme on dit. Mm. Mmh. D'accord. Il y a Rebecca qui a posé une question avant de nous quitter. Bon, elle est de nouveau là, mais elle nous Mhm. pose la question, ces questions, c'était comment rester dans la relation si le ou la partenaire ne satisfait pas certains aspects, comme par exemple le côté financier, le côté moral, donc au niveau de l'immaturité, et le côté professionnel. Bon, ça fait beaucoup de côtés, mais comment faire? Comment Euh, faire si finalement le conjoint ne semble pas répondre à certaines de nos attentes dans les aspects financiers, maturité et professionnels? il faut déjà parler avec la personne. Déjà, il faut déjà savoir ce qu'on veut, clairement, nous-mêmes. Être sûr que ce qu'on attend de la personne, nous aussi, on est en capacité de pouvoir lui rendre aussi si ce sont ses attentes. Et puis, il faut parler avec la personne, il faut exprimer, c'est important, je le reprécise souvent, mais voilà, sans passion, parce que dès qu'on est dans les passions, le sujet et l'objectif de l'échange est souvent très biaisé. On va Mmh. sur autre chose et puis on se perd. Non, échanger justement sur les choses qui nous dérangent et qui pour nous sont très importantes pour le couple. Et selon comment la personne reçoit, peut-être que la personne et nous, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Dans ce cas, il ne faut pas forcer. Mais peut-être que la personne et nous, on est sur la même longueur d'onde, mais on ne se dit pas les choses clairement. On n'est pas au même niveau d'information et qu'il faut qu'on partage certains éléments que la personne ne nous a pas dit, qu'on ne connaît pas, comprendre en fait ce qui se passe chez la personne pour que les attentes aujourd'hui là ne soient pas, ne soient pas pourvues, comment je peux dire. Oui, parfois il y a des Il y a des fausses fausses promesses. promesses, c'est clair. Maintenant, quand c'est des fausses promesses, il faut voir, comme je disais, on reconnaît un arbre à ses fruits, l'attitude de Exact. la personne. Mmh. Qu'est-ce que la personne manifeste? Qu'est-ce que la personne pose comme acte, comme œuvre concrète? Quel est aussi le témoignage que l'entourage de la personne a sur la personne? Parce qu'une personne aussi est dans un environnement. Ce qu'on fait souvent aussi beaucoup comme erreur aujourd'hui, je trouve, c'est qu'il y a des personnes qui veulent construire des relations avec des gens, mais en dehors de leur contexte et de leur environnement. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si je veux construire sur le long terme, il faut que les personnes qui ont vécu avec la personne soient pour moi une sorte de jauge en fait et que je vois comment elle est avec les gens, comment elle évolue. Si ce sont des fausses promesses, la personne ne pourra pas cacher ça éternellement. Ou s'il y a des pans sombres, on ne s'engage pas quand il y a des pans sombres. Si tout n'est pas transparent pour toi, tu ne t'engages pas tant que tu n'as pas ôté le pan. Et quand tu as des doutes, c'est mieux des fois de mettre pause. Des fois, la phase de préqualification ou de qualification ne s'est pas faite et à ce moment s'entraînent quelques soucis. Alors donc, j'embraye un petit peu sur ce que nous disait Julia par rapport au couple. Ça me faisait vraiment penser, que dans le couple, finalement, il y a la communication joue énormément, mais les attentes de départ sont aussi assez importantes. Quand tu disais, Rebecca, tu parlais tout à l'heure des attentes que tu avais vis-à-vis de l'autre. Julia nous disait que c'était, important de savoir déjà soi-même, est-ce qu'on répond déjà à ces attentes? Parfois, j'ai effectivement des personnes que j'ai connues qui, attendent, par exemple, un soutien financier de la part de leur conjoint, mais qui sont presque dépendantes, en fait, qui arrivent déjà dans une situation de dépendance. Et pour moi, le fait d'être en couple vient, du fait d'être, entre guillemets, «soi-même» déjà, apte à répondre apte à répondre à ses besoins. Donc, si toi, tu te mets en position où tu pourrais être dépendant de l'autre, que ce soit financièrement, que ce soit affectivement ou que ce soit n'importe quel autre côté, la relation part avec un Bien. certain handicap. Part avec un certain handicap. Donc, avoir des attentes vis-à-vis de l'autre, il faut que justement ces attentes-là soient on travaille déjà sur ses propres attentes. Est-ce que c'est une attente qui est raisonnable? Est-ce que je ne suis pas en train de donner à l'autre un pouvoir, une responsabilité qui ne lui appartient pas? Ça, c'est déjà quelque chose pour moi qui est important, c'est déjà de savoir si ces attentes-là, elles sont, entre guillemets, elles sont réalistes. Si elles sont réalistes par rapport à notre couple. Mais après derrière, il y a Julia nous parlait aussi de certaines phases dans le couple où on apprend notamment à se connaître et heu,
on apprend à se connaître et dans la phase où on apprend à se connaître, on voit si cette personne-là, avec nos échanges, va pouvoir répondre aux attentes qu'on a. Si la personne n'est pas mature, est-ce que toi, tu acceptes de l'accompagner dans cette transition pour qu'il devienne mature? Est-ce que, tu acceptes de te dire que toi, tu peux subvenir à tes besoins et ton mari, soit il est dans un projet où il n'est pas encore financièrement stable, mais ça va venir. En fait, tout dépend de quelle est la dynamique, en fait, que vous êtes en train de prendre. Est-ce que c'est quelque chose où tu vois que ce n'est pas ancré, ce n'est pas une recherche, ce n'est pas intentionnel de sa part de pouvoir améliorer la situation? Ou est-ce qu'il se laisse vivre? Et là, c'est à ce moment-là que toi aussi, tu es en capacité de dire: «Mais là aussi, je dois faire un choix. Je dois faire un choix. Est-ce que je veux m'engager avec quelqu'un que je vois qui n'a pas pris conscience qu'on est en train de poser des fondations pour notre couple? Est-ce que je peux m'engager avec quelqu'un où je vois que finalement ça va générer de la frustration et à un moment donné, ça va avoir des effets dans notre couple. Je ne sais pas de quelle manière ça va se manifester, mais ça aura des effets dans notre couple. Donc c'est important aussi de se dire: «Quelles sont mes attentes?» et on regarde l'autre, comment il se comporte, à quel niveau de maturité il est, quelle vision il a finalement. Est-ce on est dans quelque chose qui est sur du long terme ou on est dans quelqu'un qui est sur au jour le jour? Et si tu es pas rassuré, il faut que tu sois en capacité de dire: «Moi, j'y vais pas. Mhm. J'y vais pas parce que je vais me couler». En Exact. fait, au niveau de l'échelle des priorités, bon, pour ceux qui sont croyants, moi, c'est Dieu en premier et après Dieu, il y a toi. Après Dieu, il y a toi. Et après vient ton conjoint, tes enfants et tout le reste. Donc, quand justement tu pars du principe que tu dois pouvoir prendre soin de toi et prendre des décisions qui sont sans doute difficiles, mais qui sont nécessaires, tu dois te dire: «Stop, j'y vais Mhm. pas». J'en ai fait l'expérience moi personnellement avec mon mari, hein, donc il a eu sa propre histoire et vouloir se marier, c'était peut-être quelque chose qui était compliqué au départ, mais à un moment donné, j'ai mes valeurs sont celles-là. Moi, je me marie en plus, en 3 dimensions. C'est pas comme si je lui ai dit j'ai pas fait des choses simples, hein. Il y avait 3 types de mariage en plus. Donc, je lui ai dit: «Mais moi, c'est soit mariage, on construit quelque chose, on traverse ensemble, mais si tu es pas d'accord, je respecte, mais par contre, moi, je vais pas avec toi». Mhm. Il faut être capable de se dire: «Ça fait mal, mais il faut arracher le sparadrap en Mhm. une fois. Ça fait mal tout de suite, mais après j'irai mieux. Ça fait mal tout de suite, mais je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui a intégré ça. Ce ne sera pas une bataille, ce ne sera pas quelque chose que j'aurai besoin, de négocier. Non, ce sera acquis et on sera sur d'autres sujets, en fait, qui nous font évoluer et croître en tant que couple. Donc, Mhm. Rebecca, je ne sais pas si on répond à ta question, Mhm. on répond à ta question par rapport à ça. Merci à toi, Rebecca, pour ta question, en tout cas. J'ai vu ton message, Rebecca, et effectivement, ce que Jessie dit, c'est exactement ça. Et tout à l'heure, je parlais justement de la phase de préqualification. Donc, on fait connaissance, on se noue d'amitié, et puis après, la phase de qualification, où est-ce que vraiment on s'engage sur ce chemin-là de construire notre vie ensemble. Des fois, la phase de préqualification est squeezée. Et on entre directement à se dire oui, non, je l'aime, et puis je veux faire ma vie avec lui. Mais est-ce qu'il a tout ce qui est requis que toi tu attends d'un homme? Des fois, cette phase de qualification-là, des fois c'est la bonne personne, mais ce n'est pas le bon moment. Donc, il faut que la personne grandisse, ou des fois, ce n'est pas du tout la bonne personne, et on se met à porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres, et après, on a l'impression qu'on a perdu du temps. Non, on n'a pas perdu du temps. On apprend, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, ce sont nos choix, ce sont nos décisions, et puis, ce qui est important, c'est d'en tirer enseignement. Si tu ne te vois pas, compte tenu du tableau actuel, à te projeter à long terme avec lui, c'est mieux de poser carte sur table et à un moment de dire non, mais c'est pas ce que je veux, donc je fais un pas en arrière, ça fait mal parce que je me suis déjà emballée au niveau de mes sentiments et tout, Mmh. mais il s'agit de ma vie là. Donc, c'est ça, Mmh. je t'en prie. OK. Hem Alors, au niveau des questions, est-ce que selon toi justement, enfin, là on s'adresse à des personnes qui sont, soit déjà en couple et donc qui sont en train de croître dans leur relation, d'évoluer dans leur relation de couple et on parle aussi à des personnes qui aspirent à être en couple.
Est-ce que selon toi, pour toi, les écueils, il y a des écueils différents selon le stade où on se situe? Est-ce qu'on est avant de se mettre en couple ou après le couple? Est-ce qu'il y a des écueils différents, en fait, dans les jeunes couples et les couples matures? Alors, qu'est-ce que tu entends par écueil? Est-ce que Peut-être. les enjeux sont les mêmes? Non, les enjeux ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important de poser les choses avant si on a la possibilité de le faire. Ça Mmh. va éviter de devoir le faire pendant qu'il faut que on mette en place d'autres choses ou qu'on soit dans l'action. C'est préparer quelque chose quand tu veux faire la cuisine, quand tu prépares tout ce que tu as à assembler avant, c'est beaucoup plus fluide après. Tu connais ta recette déjà de un, tu prépares tes ingrédients et après tu mets un ingrédient après l'autre. Tu vas plus aller dans le frigo dire: «Ah non, je cherche le lait parce qu'à ce moment de la recette, il me fallait le lait» et si, il faut que tu verses le lait pendant que tu es en train peut-être de faire monter, je sais pas, les œufs en neige, bah, peut-être que tes œufs, ils vont tomber le temps que tu ailles chercher le lait. Voilà, c'est compliqué de devoir coordonner différentes choses au même moment si on n'a pas pris le temps de les préparer avant et qu'on pouvait les préparer. Donc, pour ceux qui sont dans l'aspiration et qui sont en amont, je dirais vraiment, les enjeux là, c'est vraiment de définir ensemble vers où est-ce que vous voulez aller. Même si vous ne voulez pas parler de mariage tout de suite parce que ça fait peur, et ça, on peut l'entendre, c'est est-ce que nous voulons vraiment construire notre vie ensemble et aller ensemble sur le long terme. Rien que ça, si les deux, vous avez cette intention-là, c'est déjà beaucoup. Une fois qu'on s'est dit ça, on ne se jette pas corps et âme, on ne se précipite pas. Maintenant, c'est bah, faisons connaissance, lions-nous d'amitié. Ça me permet de connaître vraiment qui est l'autre personne, comment elle réagit dans son écosystème de base, quelles sont ses aspirations, quelle est sa vision, quel est son caractère, quel est son comportement. Et puis après, si effectivement je me retrouve, on peut être un peu plus loin en disant, OK, donc ça me va, donc essayons un peu de se fréquenter dans le but vraiment de construire ce couple-là, avant Mmh. de se dire, OK, c'est bon, on se marie, ou non, ça ne marche pas. Mmh. Donc, ça, c'est l'enjeu avant. Et après, quand on a déjà construit le couple et qu'on n'avait pas posé les bases, maintenant, c'est à chaque étape. En général, ça va être les crises qui vont nous faire. S'il n'y a pas de crise, tant mieux. Mais souvent, c'est certaines crises qui nous font nous remettre en question. Est-ce que finalement, cet homme que j'ai choisi là, c'est le bon? Je le trouve égoïste, par exemple. Je trouve qu'il pense qu'à lui, je trouve qu'il ne s'occupe pas des enfants. Bah, ça, c'est des choses maintenant, il faut poser et exprimer à l'autre son ressenti. Voici comment je ressens les choses, sans vouloir heurter, sans vouloir blesser. Il faut aussi être en capacité de comprendre quel est le background de la personne. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Quel est le background de la personne? Ça permet de savoir un peu comment la personne analyse les choses. Comment est-ce que la personne perçoit les choses? Et c'est souvent différent selon les différentes éducations qu'on a eues. Donc, ça permet de savoir comment lui emmener les choses et de savoir que la personne ne fait pas les choses pour nous énerver. Elle ne fait pas les choses forcément parce qu'elle veut mal faire, mais c'est parce que sa lecture et son filtre est différent d'une autre. Maintenant, ensemble, qu'est-ce qu'on veut pour notre couple? Qu'est-ce qu'on veut pour notre foyer? Et on pose les cartes sur table, on échange et puis chacun décide de faire un pas. Il ne faut pas être dans je suis là en train de vouloir lui imposer quelque chose ou lui vient m'imposer quelque chose. Non. En général, quand on comprend les aspirations des gens, c'est des choses qui se font naturellement. Et tout à l'heure, Jessie, tu as parlé des langages de l'amour. Le fait de savoir c'est quoi le langage de l'autre, ça permet d'accéder plus facilement justement à cette personne-là. Si le langage de mon mari, c'est les cadeaux, par exemple, je sais que par les cadeaux, bah, je vais toucher son cœur et il sera rempli et il sera à même de pouvoir m'écouter moi. Mmh mh. Mmh. Mmh. Donc, c'est ça un peu. OK, OK. Super ton partage. Merci vraiment, de ce que tu nous dis là. Merci Jocelyne. À très bientôt. Merci d'avoir été là. Oui, merci Jocelyne, merci d'avoir été avec nous. Alors, je pensais pendant que tu étais en train de dire que, avec ça, effectivement, poser les bases, c'est bien et jusqu'où est-ce quels sont pour toi les garde-fous? Quels sont pour toi les «signaux d'alerte» entre guillemets? Jusqu'où on peut aller, en fait, par amour? Jusqu'où on peut aller? Alors, si on a bien fait les choses avant, on peut aller où on veut, hein. On peut aller où on veut. Bon, moi je suis croyante et puis dans mon modèle, c'est un modèle biblique. Je suis croyante chrétienne parce qu'il y a des croyants
d'autres obédiences. Mm. Mon modèle, c'est le modèle biblique. Donc, pour mon mari, si tu lui demandes, il va dire qu'il espère être en capacité de pouvoir mourir pour moi. Voilà. Et Wow. sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il dit qu'il espère être en capacité, hein, il espère. C'est un vœu. Il y travaille, donc il espère que si l'occasion se présente, il sera en capacité de faire ce choix-là, en fait. Mhm. Parce que, bon, là, dire oui, je peux mourir pour toi, s'il n'y a pas de test, effectivement, ça peut être trop facile. Donc, j'espère que, voilà. Et moi, en fait, jusqu'où je peux aller par amour, je dois être en capacité de pouvoir me soumettre malgré mon, ma grande indépendance. C'est ça, en fait. Je pense que l'homme et la femme, jusqu'où on va par amour, c'est un peu selon, en fait, nos postures et nos positions. Et voilà, dans le couple, hein, moi, je pense que pour une femme, c'est vraiment la soumission. Et à quel moment est-ce que selon toi, ça devient un danger? Enfin, je pense que, bien entendu, les limites, elles sont individuelles, hein. Chacun sait se dire ça, c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Mais finalement, quels sont quand même les éléments qui doivent nous alerter dans une relation où on se dit, là, je pense que ça devient dangereux, selon toi? Alors, moi, je pense que dans une relation, c'est réciproque, c'est mutuel. Donc, il n'y a pas une personne qui donne tout. Chacun Mm. donne. Et c'est dangereux quand c'est toi seul qui donne. Quand il y a une seule personne qui donne, c'est très dangereux. Et je disais à mon mari, on ne se soumet pas à n'importe quel homme. La soumission, déjà dans les fiançailles ou dans la fréquentation, je suis désolée, la soumission n'est pas de mise. Ça se construit, vu qu'on apprend à se connaître, effectivement, on le construit, on ajuste notre position. Ça permet aussi à l'autre de voir si effectivement la femme en face, pour lui, convient en termes de posture. Mm. Mais ce n'est pas, je veux dire, de façon légaliste, dans une fréquentation, la soumission, normalement, elle n'est pas de mise. Mais je sais que si je pars plus loin, j'ai reconnu que je suis en capacité de me soumettre à cet homme-là. Et je dis, on ne se soumet pas à n'importe quel homme. Un homme qui est oppressant, je veux dire, effectivement, ça va être une soumission sous contrainte. Or, la soumission, c'est moi qui décide de me soumettre. On dit se soumettre. Ça veut dire que c'est quelque chose de volontaire. Je décide Mhm. que moi, là où j'aurais pu exercer mon veto, mon autorité, je décide que non, je vais laisser et je vais plutôt coopérer dans un but donné, d'où l'important de définir le but qu'on est en couple. Tiens, ça me fait, je t'interromps pendant que tu es en train de faire ton explication. Est-ce que tu peux expliquer pour certaines qui ne connaîtraient pas ce principe de soumission, qu'est-ce qu'on entend par là, derrière le mot soumission? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, dans le principe de soumission, quand on dit la femme doit se soumettre à son mari, ça veut dire qu'elle doit être en capacité de pouvoir renoncer à certaines choses et d'accepter en fait la direction que son mari donne, qui n'est pas forcément sa direction. Elle doit être en capacité des fois de pouvoir s'effacer pour laisser au mari justement cette charge-là et cette position de porter en fait la direction des choses, l'autorité sur ce qui régit leur vie de couple, leur vie de famille. C'est Mhm. ça en fait la soumission. Mhm. Mais à cette soumission, la soumission est très mal comprise, hein. On a l'impression que se soumettre, c'est être asservi, ou alors tu auras des hommes qui vont vouloir soumettre leur femme. Mais non, on t'a pas demandé de soumettre ta femme. On a dit à ta femme de se soumettre. Ça veut dire que c'est pas toi qui imposes à ta femme la soumission. Chacun son verset. Toi, occupe-toi de l'aimer et elle, elle va se soumettre. On se soumet à un homme qui nous aime. Sinon, effectivement, c'est dangereux. Mhm. Tu Mhm. vois? Sinon, c'est dangereux. Sinon, on va prendre le cas des violences conjugales, par exemple. Un homme qui te bat matin, midi, soir, et tu restes là parce que tu es soumise, bah, on voit ce que ça fait. Donc, Mhm. Mhm. pour un Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a tout créé, c'est aberrant de pouvoir avoir. On voit bien que l'interprétation n'est pas juste. Mhm. N'est pas juste. Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, sur le mot soumission dans le sens du mariage. Effectivement, c'est une décision volontaire de coopérer, mais dans le but d'accomplir quelque chose. Donc, c'est la femme qui décide volontairement de dire, OK, bah, des fois, mon mari va dire, bah, allons plutôt à gauche qu'à droite. Je ne suis pas convaincue de ça. Et malgré tous les échanges, je n'arrive pas à le convaincre parce qu'il est persuadé qu'il faut aller à gauche. Bah, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est OK, il n'y a pas de souci, allons à gauche et puis on va assumer ensemble. Mhm. Ok. Alors tout à l'heure, je crois qu'il y a Basi Vidike qui a levé la main ou Rebecca. Vraiment.
Donc, je ne sais pas si c'était pour poser une question ou si c'est pour dire qu'elle était d'accord avec quelque chose que tu partageais. En tout cas, tu peux poser si tu as une question dans le chat, Mm. qu'on puisse voir ou éventuellement nous dire si tu étais juste en train de manifester que tu étais d'accord avec ce que Julia était en train de nous partager. Donc, selon toi, quels sont les conseils, en tout cas, que tu pourrais donner aux personnes pour que leur relation soit épanouie? Là, je parle vraiment Ceux qui peut-être sont du déjà en côté relation. qui sont déjà en relation, pour le côté entretien du couple. Voilà. Pour le côté entretien du couple, bon, déjà, il faut être au clair avec ce qu'on veut. Quelle est la qualité du couple qu'on veut, ce qu'on veut construire avec l'autre. Et à partir de là, il faut être, moi j'insiste beaucoup sur l'authenticité, il faut être vrai. Mhm. Il faut être vrai. De la même façon qu'on veut que l'autre soit avec nous, nous aussi, on doit être vrai. Donc, il faut exprimer à l'autre c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on attend. Il faut être patient parce que, voilà, un être humain, il ne change pas du jour au lendemain. On se transforme, on évolue. Mais il faut de la patience quand on est dans une relation, voilà, où on a un vis-à-vis comme ça. Il faut aussi être prêt à mettre de côté son ego et son orgueil. Mhm. Ça, c'est super important parce que des fois, c'est ça qui nous empêche d'aller à l'étape supérieure avec, le conjoint. Il faut passer beaucoup de temps ensemble. Ça, ça permet de mieux se connaître. Voilà, on parle de tout, de rien, même de ce qui est insignifiant. Franchement, la personne avec qui on construit le couple, avec qui on est en couple, c'est la personne avec qui on doit passer le plus de temps. Le plus de temps. Nous, je sais qu'avant, on passait tellement de temps ensemble, on se séparait pour aller dormir pour nos cours. En dehors des cours, et en dehors de dormir, puisqu'on ne vivait pas ensemble, on passait tout le temps ensemble, on faisait des courses ensemble, tout, 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 tout. Ce qui fait que on a appris comme ça à se connaître à force de passer du temps ensemble. Et puis, s'il fallait aller dans un événement où peut-être lui, il était avec peut-être sa famille ou quoi, je venais. Moi, c'était pareil. Donc, on côtoyait les amis de l'un, de l'autre, famille de l'un, de l'autre, la communauté spirituelle de l'un, de l'autre. Quand c'est comme ça, la personne, pour se cacher, il faut vraiment y aller. Donc, voilà, il faut passer beaucoup de temps ensemble. Il faut se dire des choses, il faut partager. Tu es en mute. Ah, j'espère avoir décoché. Oui, je mettais dans le chat ce que tu viens de nous partager, justement. Tu as partagé ta foi chrétienne et notamment que c'est quelque chose qui faisait partie intégrante de ton couple. Est-ce que du coup, tu pourrais nous partager, est-ce que tu as senti à certains moments que ça a fait la différence dans votre couple, la foi chrétienne? Ah ouais, ça fait toute la différence au quotidien. Mais oui, il y a des moments particuliers où ça peut être encore plus prégnant. Les moments surtout où on se laisse déborder par nous-mêmes, par notre ego, par nos blessures, par notre parcours, par des choses qui Mhm. hérissent le poil. Et où si tu ne te retournes pas vers le Seigneur pour dire Seigneur, ici je fais comment? Et que tu ne reçois pas en fait du Saint-Esprit la direction, tu sais que tu peux tout faire péter. Hmm. Ouais, à ces moments-là, c'est encore plus prégnant parce que au quotidien, c'est vrai qu'on travaille à vivre d'une façon qui plaît au Seigneur. Donc, il y a des choses qui deviennent des habitudes, mais il y a des moments où, quand vous avez perdu peut-être certaines choses de vue, il y a des situations qui peuvent être un peu explosives. Et à ce moment-là, il faut vraiment pouvoir se poser et dire, OK, Seigneur, c'est quoi la direction là? Là, donc, on revient sur les valeurs de base, quoi. Et là, effectivement, forcément, au quotidien, ça fait toute la différence, mais dans les moments critiques, encore plus, quoi. Mhm. Les moments critiques, ça évite de basculer, on va dire ça. C'est vrai que mon mari et moi, on ne peut pas dire qu'on a eu de grosses crises, on peut avoir eu 2 grosses crises, et quand on les raconte, tout le monde rigole en disant, mais ce n'est pas des crises. Mais ces moments-là où on était en incompréhension totale de l'un vis-à-vis de l'autre, Hmm. c'est le fait de ramener justement
le troisième brin de la corde, comme on nous dit souvent, on parle de la Mmh. corde à trois brins dans le couple, voilà, le mari, la femme et puis le Seigneur au milieu, voilà, qui vit. Voilà, de ramener en fait le troisième brin de la corde et de dire, de positionner ce brin-là et de le questionner sur là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Mmh. ça aide vachement, quoi. Ça Mmh. met les choses en place. D'accord. OK, merci beaucoup pour ton partage. Hem, est-ce quelle est selon toi, voilà, quelle est votre vision à 5 10 ans aujourd'hui? Quelle est votre vision à 5 ou 10 ans? Concernant quoi? Parce qu'on a tellement de projets. Ah bon, ben, ceux qui te viennent sur le cœur, tout simplement et qui peuvent toucher les autres couples. Tiens, ça peut être ça aussi. Quelle est votre vision, voilà, d'ici les 10 prochaines années? Alors, notre vision d'ici les 10 prochaines années, bah, bon, on va continuer déjà comme on a commencé, hein, Mmh. à renforcer, bah, notre couple. J'avoue que c'est quand même notre couple, c'est la priorité. Notre couple passe bon, il y a Dieu, bien sûr, et puis après, il y a notre couple avant tout le reste. Ça, c'est c'est posé. Donc, du coup, dans 5 ans dans 5 ans, bah, on travaille ensemble sur le projet de l'école. Donc dans 5 ans, l'école sera lancée, elle sera en train de fonctionner. Heu, L'idée, c'est d'aider des enfants décrocheurs scolaires, hein, qui ne se retrouvent pas dans le système scolaire et de Mmh. leur apporter, vraiment une formation qui ne soit pas que académique. Mmh. Voilà, on a, voilà, la remobilisation sur les choses académiques, mais aussi, un travail global sur le développement Bien personnel, sûr. voilà, et travailler sur le projet de vie global. Ça va être une école, ça va être plus qu'une école, quoi, une école différente, tu vois? Waouh, en France? Oui, en France. En France, Waouh, l'idée, c'est de le développer aussi, d'accord. à l'international, quoi. Donc oui, mais déjà en France, Mmh. heu, je pense que dans 5 ans, on a aussi des entreprises, voilà, plutôt dans le domaine agroalimentaire. On Mmh. veut développer ça aussi, voilà, ça c'est plutôt en Afrique, Mmh. heu au Cameroun précisément et puis bon, aussi au Congo, voilà. Hem Développer beaucoup aussi l'accompagnement des couples. On le fait, Oui, mais on veut vraiment, le développer encore plus. Là, cette année, on a fait beaucoup de live. On fait un live par mois depuis quelque temps sur d'accord. la thématique du couple, mais ce qu'on aimerait, c'est de vraiment, se rendre, plus à la portée des gens. Voilà, Mmh. parce que les gens savent qu'on le fait. Donc les gens nous contactent un peu, mais voilà, on n'a pas, développé encore, cela, donc on aimerait vraiment le développer, Mmh. au-delà de ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Voilà, aider les couples à aller bien, aider les personnes à construire de bons et solides couples. Mmh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Alors du coup, ça m'intéresse ce que tu disais sur le fait d'accompagner les couples. Là, aujourd'hui, c'était les personnes te contactaient toi directement, individuellement, c'est ça? C'était pas encore sur, des couples qui vous contactaient directement pour être accompagnés par vous? S'ils nous contactent, ils nous contactent, mais on ne fait pas de promotion de ça, tu vois? Mais on Mmh. veut vraiment, on veut vraiment le développer, tu vois? Mmh. Les gens, ils nous contactent, ils peuvent contacter Rouillon. Des fois, ils peuvent me contacter moi, ça dépend. Ça peut être sur les réseaux et puis dans notre entourage, voilà, les gens, ils savent, donc ils viennent: «Chérie, je finis bientôt, s'il te plaît». Ils disent: «Bonjour tata». Oui, bonjour. Donc, OK, d'accord. Bon, mais en tout cas, pour les couples qui seraient intéressés ou du moins intéressés, ils savent qu'ils peuvent te contacter pour être accompagnés. Donc, Oui, 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 ça on le fait, voilà. merci Badividiki, hein, pour ta présence et aussi ton partage. Alors tout à l'heure, il y a, Rebecca qui nous disait que est-ce que nos maris avaient des frères? Alors Rebecca, peut-être que les frères de nos maris ne vont pas te correspondre, tu sais? Aussi, aussi, c'est ça, hein, faut pas croire, hein, que le même moule donne effectivement exactement le même gâteau, hein. Moi, ce que je conseille souvent aux jeunes filles que je suis, c'est, la première chose à faire, c'est il faut vraiment savoir ce qu'on veut.
Il faut s'interroger, se remettre en question, nous, sur qu'est-ce qu'on sait au sujet du couple, qu'est-ce qu'on sait au sujet du mariage. Ça, c'est très, 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 très important. Qu'est-ce qu'on sait au sujet de la place de chacun dans le mariage? Quelles sont nos attentes? Quelles sont nos valeurs? Quels sont les principes? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Et ça permet de définir qu'est-ce qu'on veut. Yes. Avant de penser même au conjoint, si tu as déjà fait ça, une fois que tu auras fini de dresser ce bilan-là et que tu vas commencer à te dire, OK, donc, parce que quand on fait ça, on se rend compte qu'on n'est pas prêt. Hein. Moi, en tout cas, c'était le cas. Je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup de conceptions erronées et que je n'étais pas du tout prête à être une épouse, vraiment. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'était voilà, que je travaille justement, moi, sur mon caractère pour avoir le caractère d'une femme qui prétend au mariage. Et à partir de là, mon mari, il est apparu. Hein, ça n'a pas duré. Donc, Wow. si tu fais déjà ça, je t'assure, tu aspires au mariage, ça veut dire que tu dois te marier, je le dis toujours. Si tu aspires au mariage, ça veut dire que le mariage, c'est pour toi, tu dois te marier. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se marier. Elles n'ont pas envie, tout simplement. Ça veut dire que pour elles, c'est peut-être pas, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Donc, si tu aspires au mariage, sache que tu vas te marier et que tu vas te marier avec la bonne personne. Maintenant, est-ce que toi, tu es prête? Parce que des fois aussi, on veut courir alors qu'en courant, on va se brûler les ailes. Donc, fais ce point-là. Et après, elle vient me dire. Je te donne 3 à 6 mois. Je suis sûre que si tu le fais bien, d'ici 6 mois, tu vas me dire que tu as trouvé le mot. Non, c'est vrai qu'on ne le rappelle pas assez. Et parfois, c'est même parfois dérangeant pour certaines personnes d'entendre qu'il y a un travail à faire sur soi, pour se connaître soi. Je fais souvent, moi, ce parallèle-là dans les coachings que je fais, que c'est comme quand l'enfant, en fait, il apprend à prendre conscience de lui, prendre conscience de son corps, prendre conscience de son image, de ce qu'il reflète, de ce qu'il est capable de faire. Et en fait, passer ce temps-là à travailler à savoir ça donne de la force, en fait, dans son estime personnelle. Ça donne de la force dans la confiance qu'on pose dans nos actions. Ça donne de la force, en fait, sur le fait de pouvoir résister quand tu es dans des situations où ça peut te remettre en question et te faire croire que tu ne vaux rien, te faire croire que tu n'es pas assez, te faire croire que tu n'as pas d'avenir, etc. Le fait d'avoir fait ce travail-là, honnêtement, ça préserve de beaucoup de choses. Et surtout, ça préserve de ne pas poser ça comme à la responsabilité, au bon vouloir de la personne qu'on souhaite rencontrer. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est capital. Je connais beaucoup de personnes et moi-même, je suis passée par là, par la dépendance affective, parce que au préalable, je ne connaissais pas ma valeur. Connaître sa valeur, c'est super important. Donc, commencer par là, c'est le début, parce que quand tu connais ta valeur, tu vas chercher à te mettre à côté de quelqu'un qui connaît ta valeur et qui va Voilà, te la ne renvoyer. brade pas. C'est ça, tu vas chercher à te mettre avec quelqu'un qui va te traiter de la manière dont toi-même tu te traites et pas moins que ça. Alors que quand tu arrives et tu te dévalorises et que tu attends de la personne qu'elle te valorise, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Si elle change d'avis et que finalement elle décide que tu n'as plus tant de valeur que ça, tu vas être morale à zéro. Ou si la personne, en fait, c'était une tactique trompeuse pour t'attirer et pour te mettre dans un cercle où tu vas essayer de te nourrir de miettes de son attention, de miettes de ce qu'elle veut bien te donner en termes d'affection. Donc, c'est vraiment hyper important de travailler sur soi au départ, de connaître qui on est. Et ensuite, tu as la vision, tu peux te détacher, te dire maintenant, à côté de qui je me mets, à côté de qui est-ce que je chemine, à côté de qui est-ce que je pose une vision de on est ensemble et on traverse ensemble. J'aime vraiment bien dire ce truc-là parce que quand on est en couple, pour moi en tout cas, c'est comme se dire, on sait qu'on traverse. On sait qu'on traverse, c'est-à-dire qu'on a déjà ancré et c'est déjà clair dans notre tête qu'on ne va pas se séparer au milieu du chemin. Voilà. On va ensemble. Maintenant, c'est comment on fait pour faire ce Allez, chemin ensemble. Si moi, je suis un peu fatiguée, que je puisse m'accrocher sur toi. Si toi, tu es un peu fatigué, que je puisse t'aider à porter. Mais en définitive, on ne remet pas en question le but final de notre couple. parce qu'on l'a Ça, fixé. c'est important. On est d'accord là-dessus. Donc, maintenant, c'est... Voilà. Donc,
Merci. J'ai eu un message en direct là, un peu sur voilà, quelle attitude avoir, ça je pense que ça peut aider d'autres personnes. Quelle Ouais. attitude adopter envers un homme qui dit que lui, il entend que les paroles de sa mère comme conseil et puis en fait le reste basta. Tout ce que je dirais de façon très crue, c'est qu'il n'est pas prêt à se marier. Donc en termes de maturité, il faut laisser encore du temps. Si c'est le bon et si c'est pas le bon, alors bon, faut pas perdre du temps, quoi. C'est une très bonne question ce que tu dis. Vraiment, j'ai eu des exemples comme ça, récents, de personnes qui étaient effectivement qui se nourrissaient du regard, en fait, Mmh, de leur mère sur eux, pour se sentir valorisés, pour se sentir valorisés. mmh, Et c'est quelque part le cordon qui n'a pas encore été coupé et cette dimension de maturité qui n'a pas encore eu lieu. mmh, Il faut vraiment, que la personne fasse le travail, mais le déclenchement, ça vient de la personne en elle. mmh, Toi, quand tu es à côté, c'est difficile de lui faire comprendre, en fait, que, quelque part, elle est elle-même en train de saboter son futur. mmh, Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à disparaître un jour ou l'autre. Donc un jour, je ne lui souhaite pas et qu'elle ait longue vie, sa maman, mais un jour, elle ne sera plus là. Et tout le temps qu'il aura mis à ne pas construire votre couple, à ne pas construire votre vision, à ne pas mettre en place vos projets, c'est du temps que vous aurez finalement perdu tous les 2. mmh. Donc c'est votre couple ensemble et c'est à lui de se dire: «Mais finalement, est-ce que j'existe, moi j'existe sans ma mère?» Parce que c'est ça les enfants, quand on arrive, on est dépendant de nos parents. Quand on arrive, on se voit à travers leur regard. Mais c'est à quel moment est-ce que je me rends compte que c'est à moi de construire le regard que j'ai sur moi? À Mmh. quel moment je me rends compte que je suis un homme? À quel moment je me rends compte que je suis une femme et que je suis responsable de mes décisions et responsable de ce que je fais? Ça n'empêche pas de respecter la maturité, des aînés, de respecter les conseils de la famille, ça n'a rien Mmh. à voir. Chaque Par chose à sa contre, place. tout à fait. Par contre, le fait de se dire: «J'accepte de suivre ton conseil parce que ça a rejoint ma vision. J'accepte de prendre ce que tu dis parce que je fais le choix de l'accepter», ça n'a rien à voir que de se sentir imposé et de suivre juste pour suivre. Ce n'est pas respecter quelqu'un que de suivre quelque chose qui appartient à sa vision, qui appartient à comment dire? À sa représentation du monde. Quand on a été créé avec un but, avec une mission, ce n'est pas l'autre qui était présent, en fait. C'est bien la nôtre. Donc le travail qu'il y a à faire, c'est juste à l'inviter à prendre conscience de: «Et si elle n'était plus là, qu'est-ce que tu ferais?» Mmh. Et malheureusement, hein, je le dis comme ça, honnêtement, les fois où, il y a eu l'homme a pris conscience, de la place que prenait sa femme, sa maman ou son papa dans leur couple, c'est au moment où il y a eu une crise. Il y a eu à un moment donné un conflit de loyauté. Est-ce que je fais le choix de m'attacher à ma femme et donc du coup, on prend une décision pour notre couple? Ou est-ce que je fais le choix de suivre ma famille et j'intègre tout en fait de ma famille dans mon couple? Mmh. C'est à ce moment-là que tu dois faire le choix de la distinction. C'est honnêtement, c'est le recul que j'ai aujourd'hui. C'est la crise qui a amené l'homme à se dire: «Je fais le choix parce que je suis partenaire de mon épouse, partenaire de vie avec mon épouse, je fais le choix de privilégier notre couple. J'entends ce que vous dites, je respecte ce que vous dites, mais nous, on fera autrement. J'entends ce que vous dites et je respecte ce que vous dites, mais c'est pas ma vision, c'est pas ma conception. Mmh. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas Voilà. d'accord». Mais ça ne change rien à l'amour que je vous porte. Rien à voir. Juste que chacun a sa vie et que autant on entend les conseils, mais autant on ne peut pas reproduire, la vie de l'autre. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, le conseil qu'on pourrait te donner, c'est de continuer en tout cas à lui parler pour qu'il ait ce déclic. Ah oui, bon, enfin, je reviendrai sur la question, mais qu'il ait ce déclic pour justement, faire un pas de côté et commencer à exister pleinement, dans son identité, d'homme et dans votre
dans votre couple. Alors la question, il y avait une autre question, c'était, qu'est-ce qu'il faut faire si ton homme abuse de la conception de la soumission? Ah, très bonne question. Est-ce que tu veux réagir là-dessus? Oui, alors déjà, j'imagine que si aujourd'hui il veut imposer la polygamie et que la femme n'est pas d'accord, à la base, c'était pas ce sur quoi vous étiez entendus, normalement, sinon ça ne devrait pas poser problème. Donc, c'est de lui rappeler fermement que, on n'a pas signé pour ça et maintenant, si lui, il veut, rompre son contrat et aller là-dessus, bah, ce sera sans moi, tout simplement, tout simplement. Tout simplement. Maintenant, abuser du concept de la soumission, il abuse peut-être dans sa tête. Mais en fait, il y a une chose que je dis souvent et que je dis à mes enfants, c'est que personne ne peut te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, si tu n'as réellement pas envie de le faire. Donc, un homme ne peut pas te contraindre à faire quelque chose si tu ne veux pas le faire, en fait. Parce que à partir de ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que tu partes. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand la femme ne part pas, il sait en fait qu'elle ne va pas partir. Mmh. Donc, du coup, bah, OK, bah, elle va rester, elle dépend de moi, la dépendance affective, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il sait qu'elle va rester. D'où ce qui est très important, c'est de se connaître. De se connaître et de travailler à être celle qu'on est en fait réellement. Travailler ses peurs, travailler ses blocages, travailler ses fausses croyances pour être en capacité d'être ferme face aux choses qui en fait quelque part en fait viennent envahir notre intégrité. Parce que ça, c'est clairement j'ai envie de dire une agression de l'intégrité en fait de l'épouse de vouloir lui imposer une polygamie qui n'était pas prévue au départ et de vouloir la contraindre à se soumettre, sachant que non, la soumission, comme je disais tout à l'heure, c'est un acte volontaire. Si tu aimes ta femme, franchement, tu n'auras pas beaucoup de mal à ce qu'elle soit soumise. Alors, ma question elle-même, je rebondis un peu sur le complément de ce qu'elle nous a partagé sur le fait que, il n'a pas signé pour ça, mais il est influencé par son père et ses oncles. De la même manière, comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas lui imposer de faire de son corps quelque chose dont il n'a pas envie. S'il ne veut pas avoir d'autres compagnes, s'il ne veut pas avoir d'autres compagnes, personne ne peut le lui imposer. C'est pas sur le principe de fais-le par principe. Si d'une certaine façon, il est en train de vouloir valider la chose, c'est qu'il y a une part de lui, et ça, il faut qu'il soit au clair et qu'il puisse l'exprimer aussi, il y a peut-être une part de lui qui est réceptive à l'idée. Il y a peut-être une part de lui qui est réceptive à l'idée et auquel cas, là, il faut vraiment en parler et mettre les choses. Qu'est-ce que dans cette part de toi, à quoi ça répond le besoin de ces parts de toi qui a envie de tenter l'expérience et de voir ce que c'est? Parce que c'est mignon hein, de proposer des idées, mais il ne faut pas juste voir le côté beau de la chose et du principe. Quel effet négatif il y a derrière? C'est quoi le revers de la médaille? Je ne te coupe pas, Jessie, mais je voudrais aussi dire, quand on dit malheureusement il est influencé par son père et son oncle, c'est comme si on lui ôtait toute responsabilité. Et Mm. c'est à cause du fait d'enlever la responsabilité qui revient à chacun dans notre système qui fait qu'on perdure avec certains problèmes. Il a sa part de responsabilité. À partir du moment où il accepte l'influence de son père et de son oncle, c'est sa responsabilité. C'est un choix, c'est une décision. Il décide que, OK, non, je préfère plutôt accepter ce qu'ils me disent que d'aller vers autre chose parce que peut-être conflit de loyauté, peut-être autre chose plus profonde. On ne refuse pas que ces choses-là existent, mais sur cette terre, il y a des personnes aussi qui ont grandi avec certains environnements et qui ont décidé de faire différemment. Qu'est-ce qui le différencie de ces personnes-là? À un moment, c'est juste la décision, la capacité de se dire bah, qu'est-ce que je veux pour moi et que je sais qui est bien pour moi, Mm. et que je décide ok de l'endosser, peu importe ce que mon père, mon oncle vont me dire, c'est la responsabilité. C'est Mm. sa responsabilité. Et si quelqu'un ne prend pas ses responsabilités, je ne vois pas comment il peut être un époux responsable. Mm. Maintenant, si on s'engage avec ça, il faut qu'on soit au clair avec ce pourquoi on a signé, hein. Donc après, il ne faut pas se plaindre. Mm. C'est Il y a ça. une expression chez les Ivoiriens que j'aime beaucoup, j'aime trop cette expression. Cette expression, c'est il y a quelque chose qui se passe ou quelqu'un te fait quelque chose et tu dis à la personne, c'est pas toi, c'est moi. J'aime trop cette expression parce que
l'air de rien, elle dit beaucoup. Effectivement, moi, je crois que quand quelqu'un a vis-à-vis de nous une certaine position ou certains propos ou autres, certains comportements, quand on veut arrêter les choses, on prend une posture ferme et ça s'arrête. Si ça continue, ça veut dire que quelque part, on n'a pas remis les choses en place. Et c'est la même chose dans le couple. Moi, je me rappelle, et je vais m'arrêter là, j'ai parlé de ma dernière relation qui, après, m'a fait tomber voilà, dans une situation pas possible de dépression. Je me rappelle que c'était quelqu'un, avant moi, il avait une relation avec une fille, voilà, c'était un cercle, on se connaissait plus ou moins. Et quand on a été en relation, il y a eu un jour où il a eu, je ne sais plus ce qui s'était passé, et puis, attendez, excusez-moi, les enfants, ils m'attendent. Garde le suspense. Et il y a eu un moment où il a, un jour justement, je ne sais plus ce qui s'était passé, et il a voulu avoir un geste brusque vis-à-vis de moi. Je l'ai regardé, mais du genre avec le regard, mais sérieux? Et je lui ai dit, c'est la première et la dernière fois que tu fais quelque chose comme ça. Il m'a dit, c'était juste pour blaguer. J'ai dit, même pour blaguer, que ça ne traverse plus jamais ton esprit. Et pourtant, la fille avec qui il était avant moi et celle avec qui il a été après moi, elle subissait ça. Il n'a plus jamais essayé. Je lui ai dit que ça traverse plus. Même si ça veut, en fait, il faut chasser ça de ton vie. J'adore. Elle doit mourir l'idée avant de Non, germer. non, 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 non. Comme ma mère avait une expression qu'elle aimait utiliser, tu tues ça dans l'œuf. Tu tues Exactement. dans l'œuf. Donc, effectivement, il y a des personnes qui se permettent certaines choses avec nous parce qu'on a laissé. C'est pour ça que le c'est pas toi là, c'est moi. Effectivement, c'est ça, c'est pas toi. Ouais, ça remet vraiment bien les choses en place. En fait, je suis responsable de mes propres actions et Ouais, mes propres réactions, mais pas des tiennes. Donc, en voilà. fait, j'accepte ou pas de recevoir ce que tu me dis, j'accepte ou pas de prendre ce que tu me donnes. Donc, vraiment, c'est un beau, un beau partage. Écoute, là, on arrive vraiment à la fin. Merci pour toi, Rebecca, d'être restée jusqu'à la fin. Et on remercie aussi toutes les personnes qui verront tout ça en replay. Mm. Et celles qui sont- Euh, Mm. Voilà, pour ceux qui ont essayé de se connecter pendant qu'on était dans nos péripéties Instagrammeuses et Facebookeuses. Donc, merci à vous pour tout ça. Donc, alors, il est possible qu'on vous propose un atelier aussi pour vraiment être dans un partage un peu plus serein et complètement libre Mm. de ça. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous envoyer un message à chacune, soit à Julia sur Facebook ou Instagram, ou sinon à moi sur Harmonie Évolution. Je suis sur Instagram et sur Facebook aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous aurez ce qu'il faut pour nous trouver. Donc, c'était vraiment un sujet hyper passionnant, les relations de couple. Donc, Ouais. j'espère que pour les personnes qui souffrent de dépendance affective, pour les personnes qui sont dans des difficultés dans leur couple, elles trouveront certaines réponses, en tout cas certaines pistes de réflexion pour pouvoir améliorer les choses ou pour pouvoir, en tout cas, amener du mieux dans leur vie. Et en tout cas, on reste disponible, Julia et moi, si vous voulez aller un peu plus loin sur cette question-là. Donc, merci vraiment, Merci Julia, Rebecca. pour ton partage et merci, Rebecca, de ta présence. Mm. Donc, on n'a plus qu'à vous dire à très, très bientôt et à vous souhaiter un excellent week-end. Salut, Salut, bye bye bye. bye.